séance de travail entre le ministre Abdoulaye Diop et le chef de l'aménagement El Gassim Wane. Il en ressort qu'un comité conjoint sera chargé d'établir un chronogramme de retrait dans le délai de 6 mois convenu et le Mali prêt à jouer sa partition pour faciliter le départ des casques bleus d'ici le 31 décembre. Question-réponse dans ce journal face à cette problématique. Est-ce que la pratique du modèle de démocratie importé de l'Occident est-il adapté dans nos différents pays? L'ambassade de Chine et l'ISPRIC ouvrent le débat à travers un colloque qui regroupe plusieurs experts venus du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Chine. La 23e édition de la Biennale artistique et culturelle commence ce 6 juillet. Le RTM vous propose ce soir de faire un focus sur les infrastructures qui abriteront l'événement, de la salle de spectacle Soribamba au stade Barema Bokoum, en passant par l'Alliance franco-malienne. Tout est fin prêt pour offrir un spectacle de qualité aux participants. Merci de nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue aux informations. Bonsoir à tous. Commençons par la traditionnelle montée des couleurs à Koulouba ce matin. C'était en présence du président de la transition et du personnel de la présidence de la République. Pour rappel, la montée des couleurs chaque premier lundi du mois vise à promouvoir les valeurs de civisme et de patriotisme. Montée donc des couleurs ce matin à Koulouba en présence du président de la transition et du personnel de la présidence de la République. La traditionnelle montée des couleurs. Voilà. Et nous allons rester à Koulouba et toujours avec le président de la transition qui a reçu successivement le nouvel ambassadeur du Mali en Russie et ce accrédité au Gabon et au Tchad. Fousseini Tounkara nous en parle. Face au chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Mali en Russie, le colonel-major Seydou Kamisoko, est venu prendre les orientations du président de la transition avant de regagner son poste. Orientation nécessaire pour consolider davantage la bonne relation entre Bamako et Moscou. La Fédération de Russie est le principal partenaire stratégique du Mali. Donc ma mission est certes difficile et lourde, mais je serai à la hauteur pour que nous puissions la raffermir. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours, il y a la rencontre Russie-Afrique. Donc j'ai reçu des instructions claires dans ce cadre-là afin que j'aille dans les meilleurs délais préparer cette rencontre parce que le Mali sera dignement représenté à cette rencontre. La représentation malienne au Gabon est désormais sous la responsabilité du général de brigade Élisée Jean Dao. Il a aussi sous sa tutelle le Cameroun et la Centrafrique. Reçu par le chef de l'État pour sa mise en route, l'ambassadeur Dao se dit mieux édifié pour jouer sa partition conformément aux instructions reçues. Il était question pour moi de recevoir donc ces orientations qui étaient très claires pourtant et puis voilà, donc c'est pour moi de travailler au renforcement des relations d'amitié, de fraternité entre nous et puis la ville du Gabon, le Cameroun et puis la Centrafrique. Et aussi travailler à faciliter le séjour de nos compatriotes qui sont dans ces pays-là, qui sont très nombreux et qui participent à beaucoup d'activités donc, au plan local dans ces pays. Je vais être très satisfait parce que les orientations que j'ai reçues sont très claires. Je pense qu'on pourra travailler pour le bonheur de nos deux pays. Le Mali et le Tchad, au-delà des relations diplomatiques, sont liés par des liens de fraternité et de solidarité. Celui en charge de raffermir ce rapport, le général de brigade Bougouri Djatigi Diarra, a également reçu les directives du président de la transition avant son départ pour N'Djamena. D'une manière globale, il s'agit de renforcer quand même les relations d'amitié et de coopération entre le Mali et le Tchad, particulièrement au niveau sécuritaire. Donc vraiment, il y a une très forte relation entre nos deux pays. Donc le président a instruit d'être en contact avec les autorités tchadiennes, de les rassurer surtout, parce que la mission des Nations Unies va prendre fin. C'est un fort contingent qui doit sous peu quitter notre territoire, donc de les rassurer. Maintenant, les autres points de la coopération sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, tout ça là, je dois voir ça de plus près avec les autorités tchadiennes. Ces nouveaux ambassadeurs se réjouissent de la confiance du chef de l'État à leur endroit. Ils placent cette nouvelle mission sous le signe de l'engagement patriotique.
Voyons ce qui ressort à présent de cette première séance de travail ce lundi après-midi entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le chef de la MINUSMA, El Gassim Wane. Les autorités maliennes et la MINUSMA travaillent sur les mécanismes et les dispositifs de retrait de la force onusienne. Il est à noter qu'un comité conjoint sera chargé d'établir un chronogramme de retrait dans le délai de 6 mois convenu. Le comité va également définir les tâches et les activités de chaque partie. Le Mali jouera sa partition pour faciliter le départ des casques bleus d'ici le 31 décembre, a promis le ministre Abdoulaye Diop. D'autres détails, c'est avec Siaka Kounati. 4 jours après le vote de la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU mettant fin au mandat de la MINUSMA, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rencontre le chef de la mission onusienne pour discuter des modalités de retrait des casques bleus dans le respect du délai convenu, c'est-à-dire 6 mois. Les deux parties sont conscientes que le délai est court pour abattre cet énorme travail que celui d'organiser le départ de plus de 15 000 hommes et leurs équipements. Elles ont décidé de mettre en place un comité conjoint devant établir un chronogramme de retrait. C'était un premier échange qui nous a permis de voir l'ensemble des tâches et des activités à accomplir et les responsabilités qui doivent être situées ici et là. Et aussi nous avons vu qu'il y a énormément de choses à faire dans un délai court, ce qui va nécessiter une mobilisation de nos équipes pour pouvoir vraiment répondre avec promptitude. Nous avons eu un échange dans un cadre cordial entre les deux parties et nous nous sommes entendus sur le travail qui a lieu de faire et sur le chronogramme que nous devons élaborer immédiatement pour pouvoir aboutir à ce retrait à la période indiquée du 31 décembre 2023. Maintenant, il est question aussi de travailler dans le cadre d'un certain nombre de mécanismes existants. Il y a un comité conjoint entre la MINUSMA et le gouvernement qui va se réunir dans les 48 heures pour pouvoir déjà commencer le travail. Le chef de la MINUSMA salue les assurances données par les autorités maliennes pour préserver les réalisations de la MINUSMA et permettre le retrait de celle-ci dans de bonnes conditions. Cette première réunion illustre cette volonté forte d'aller rapidement de l'avant et de respecter les délais qui ont été impartis. L'exécution de ce plan de retrait dans les délais qui ont été indiqués va demander énormément de travail. Nous aurons besoin de travailler étroitement ensemble, une coopération assez forte, étroite, et je pense que cela a été spécifié dans la résolution. Donc cet après-midi, nous nous sommes un peu accordés sur les mécanismes à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de la décision. Je voudrais indiquer que la MINUSMA et les Nations Unies sont déterminés évidemment à assurer la réalisation de ce plan de retrait dans les délais qui ont été stipulés et pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État malien. Certes, la MINUSMA se retire du Mali, mais notre pays continuera à travailler avec l'ONU et ses institutions spécialisées, assurance donnée par le ministre Diop, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, Oumar Diarra, et représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'était entretenu en tête-à-tête avec le chef de la MINUSMA. Poursuivons avec notre série de présentations des nouveaux membres du gouvernement. Ce soir, je vous propose de rencontrer Abdulkassim Ibrahim Fomba, le désormais ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et Moussa Alassane Diallo, qui sera en charge de l'industrie et du commerce. Si le premier est connu dans le domaine des projets de gestion des conflits et de la lutte contre l'extrémisme violent, le second est un banquier connu de la place, les institutions financières, un domaine dans lequel il a fait ses preuves. Aridou Matina. C'est lui le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce. Moussa Alassane Diallo, qui a fait une bonne partie de sa brillante carrière dans le secteur privé, a fait ses preuves dans le secteur bancaire malien. Pur produit de l'école malienne, après l'obtention du baccalauréat malien à Ségou, Moussa Alassane Diallo s'est dirigé vers l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou, où il sort comme ingénieur d'agriculture et du génie rural, spécialité agriculture en 1983.
Détenteur des diplômes d'études supérieures bancaires de l'Institut technique des banques, du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, spécialité finance banque, le nouveau patron du département de l'industrie et du commerce a démarré sa carrière professionnelle comme consultant junior dans les domaines de l'exploitation et de la mécanisation agricole. Il est rentré à la Banque nationale de développement agricole BNDA en 1985. En 38 ans de présence effective à la BNDA, il occupa plusieurs fonctions, tels que cadre d'agence, cadre chargé du financement de la commercialisation des produits agricoles, directeur d'agence, directeur de l'exploitation et du réseau, président directeur général en mars 2006-décembre 2017, puis président du conseil d'administration depuis décembre 2017 jusqu'à juin 2023. Moussa Alassane Diallo a également occupé différentes fonctions de représentation. C'est ainsi qu'il a été président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Passionné de lecture, le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce parle couramment français et anglais. Il est marié et père de 3 enfants. Le nouveau patron du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, est Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Membre fondateur et coordonnateur du groupe de réflexion et d'action Think Peace Sahel, qui travaille dans le domaine des questions de sécurité, de gestion des conflits et la prévention de l'extrémisme violent au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le ministre Fomba a contribué à d'importantes études scientifiques sur la jeunesse et la violence. Certains des résultats de ces études ont conduit à la mise en place d'un système d'information et d'alerte sécuritaire adressé aux structures décisionnelles et stratégiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Titulaire d'une maîtrise en sciences, banque et ingénierie financière et d'un baccalauréat en administration des affaires, le nouveau ministre en charge de la jeunesse et des sports est formateur principal et instructeur temporaire à l'école de maintien de la paix à l'UNBLNB en gestion de projets sensibles au conflit. Il a accumulé plus de 15 ans d'expérience dans le renforcement des capacités des organisations des femmes et des jeunes. M. Fomba, avant sa nomination, était membre du Comité national de coordination et de suivi de la politique nationale, de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Marié et père de 2 enfants, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, outre le bambara et le français, parle également l'anglais et le wolof. Question-réponse dans ce journal face à cette problématique. Est-ce que la pratique du modèle de démocratie importé de l'Occident est-elle adaptée dans nos différents pays? L'ambassade de Chine au Mali et l'ISPIC ouvre le débat à travers un colloque qui regroupe plusieurs experts venus du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Chine. Le reportage de Mamadou Fane. Après plus de 30 ans de pratique de la démocratie sur le continent africain, la gouvernance démocratique a montré ses failles et ses limites. Le désenchantement commence à se manifester au niveau des populations avec une remise en cause d'un modèle démocratique. D'où la tenue de ce colloque chino-malien dont le thème porte sur la démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant. Quelle inspiration pour l'Afrique? Explique Carrefour de l'intelligentsia africaine s'est joint à l'ambassade de la Chine pour créer un cadre de rencontre entre les différents chercheurs qui se pencheront sur les modèles gagnants de la démocratie chinoise en vue de proposer des solutions aux défis que connaissent les systèmes de gouvernance africains. La Chine œuvre à promouvoir la démocratie en fonction de ses conditions et réalités nationales. La démocratie de la Chine est celle du peuple dont la nature et l'essentiel consiste à assurer que le peuple est le maître du pays. Elle associe la démocratie de processus et celle de résultats. La démocratie procédurale est celle substantielle. La démocratie directe est celle indirecte. L'Afrique s'est trop inspirée de la démocratie à l'occidental alors que notre histoire et nos réalités ne sont pas les mêmes. Il devient donc nécessaire de pratiquer la démocratie en fonction de notre propre perception et surtout de nos valeurs culturelles. Chaque pays, chaque peuple doit choisir sa propre voie. La démocratie ne peut pas être que les institutions, les libertés individuelles. Il faut aussi que la démocratie puisse nourrir son homme. Il faut une démocratie, une gouvernance efficace qui réponde aux besoins de la majorité. Je pense que c'est important que la Chine ait voulu
ouvrir les discussions sur ça parce que chaque pays a son modèle. La Chine a choisi un modèle qui est conforme à ses réalités, à son histoire et aux besoins de ses populations. Au cours de ces colloques, plusieurs panels seront animés par des experts nationaux et internationaux sur les modèles démocratiques, les regards croisés sur le modèle occidental et celui de la Chine et la diplomatie économique. Ce colloque sera suivi en streaming dans plusieurs pays d'Afrique et la Chine. Le personnel du bureau du vérificateur général et des structures partenaires à l'école du système comptable de l'OHADA est révisé. Une session de formation vient de s'ouvrir à cet effet. Elle vise l'appropriation des techniques de lecture et de contrôle des états financiers par les acteurs concernés. Nouhoum Sissoko. Cette formation du personnel du bureau du vérificateur général et celui de ses partenaires sur le Cisco-OHADA révisé, système comptable de l'OHADA, consiste d'une part à renforcer la capacité des agents du bureau afin de permettre aux équipes de vérification de formuler des recommandations pertinentes visant l'amélioration de la gestion des deniers publics. L'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, s'est dotée d'un référentiel comptable commun à tous les États membres en vue de faciliter l'écriture des plans comptables et leur traitement. Les sociétés et entreprises des États membres doivent de facto tenir leurs états financiers conformément à ce système comptable de l'organisation. Le Mali s'est résolument inscrit dans la dynamique d'appliquer non seulement les actes uniformes, mais aussi le plan comptable adopté par l'organisation. Les sociétés créées par l'État soumises aux mêmes exigences entrent dans le champ de compétences des organes de contrôle. D'où la nécessité pour ceux-ci de renforcer les capacités de leur personnel sur le Cisco-OHADA révisé. La formation s'inscrit également dans le respect des normes de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Ces normes recommandent d'établir et de maintenir des procédures de gestion des compétences au niveau organisationnel. Les cadres des douanes, eux, approfondissent leur connaissance sur les outils et meilleures pratiques pour accompagner le changement organisationnel au sein du service. Ils sont en conclave au sein d'un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes ACPI de l'Organisation mondiale des douanes. Le thème choisi est engagement des parties prenantes, nous précise Mamari Koné. La corruption est un fléau mondial redoutable qui nuit considérablement au développement des États. Elle provoque des drames économiques, humains, sécuritaires et politiques parfois irréversibles. La douane joue un rôle essentiel dans chaque opération commerciale et la corruption à cet effet touche les activités liées au commerce international, entraînant des conséquences multiples comme la baisse des recettes perçues, les dommages économiques consécutifs à cette baisse, la concurrence déloyale pour les entreprises locales. C'est pour lutter efficacement contre cette pratique que l'administration des douanes du Mali a pris l'engagement de mettre en œuvre le programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Lancé en janvier 2019, le programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes ACPI de l'OMD se situe dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des 3 orientations assigné par M. le ministre de l'Économie et des Finances à la Direction générale des douanes, à savoir la mobilisation des recettes, la lutte contre la fraude et les trafics illicites et la mise en œuvre des réformes. Cette activité de renforcement des capacités offre donc l'occasion à l'administration des douanes et aux acteurs du secteur privé de s'intéresser aux pratiques corruptives en milieu douanier. L'objectif visé par ce présent atelier est de permettre aux participants de s'approprier les outils et les meilleures pratiques pour accompagner le changement organisationnel au sein du service, construire un environnement de travail favorisant le comportement professionnel basé sur l'intégrité, encourager et motiver l'agent des douanes d'être un acteur ACPI et sanctionner les comportements déviants. Dans son intervention depuis Bruxelles, la responsable du programme, Andrea Hampton, a rappelé la bonne collaboration entre l'Organisation mondiale des douanes et la Direction générale des douanes du Mali. Depuis 2019, date de lancement du programme,
Des missions, des sondages, des activités de cadrage et ateliers virtuels locaux et multirégionaux d'échange ont été organisés. La session sera animée par des experts de l'Organisation mondiale des douanes. Un colloque se tient à Bamako sur le secteur minier et ce pour 2 jours, organisé par le Centre d'études et de réflexion au Mali. La rencontre va mettre en relief l'exploitation des ressources minières au Mali, comment assurer un partage juste et équitable pour une majorité de Maliens. Sokona Kamisoko nous en parle. Les ressources minières représentent 70% des recettes d'exportation du Mali selon les données du Centre d'études et de réflexion au Mali. Malgré ces acquis et l'existence de politiques et les stratégies en matière de développement du secteur, les solutions apportées demeurent timides. C'est pour changer cette donne que le Centre d'études et de réflexion au Mali et ses partenaires ont initié cette rencontre. Ce colloque, comme son nom l'indique, sur le secteur minier, vise à rassembler tous les acteurs qui sont impliqués dans l'exploitation minière pour que nous puissions enfin faire une bonne synthèse et dire voilà comment notre secteur minier pourra nous aider si nous partons dans cette direction. Et voilà les difficultés qu'il faut corriger afin que le pays soit véritablement à l'aise avec son secteur minier. Je puis vous assurer que la thématique que vous avez choisie pour ce colloque est au cœur même des préoccupations actuelles de la Chambre des mines du Mali. D'ailleurs, plus qu'une simple thématique, il s'agit plutôt d'une problématique qui est celle de l'exploitation des ressources minières au Mali. Comment assurer un partage juste et équitable pour une majorité de Maliens. La rencontre doit permettre aux participants de faire l'état des lieux du secteur minier, déterminer les conditions d'un partenariat gagnant-gagnant entre investisseurs et l'État. Il sera aussi question de la réglementation de l'exploitation artisanale des ressources ainsi que la minimisation des impacts environnementaux. La question des ressources minières est un aspect important, voire vital pour le développement de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle les plus hautes autorités y accordent une attention toute particulière. L'audit minier engagé par le gouvernement, la relecture du code minier et la législation portant sur le contenu local dans le secteur minier en cours participent tous de cette préoccupation. La rencontre de 2 jours regroupe les acteurs évoluant dans le domaine minier, mais également ceux de l'environnement et certaines associations de la société civile. Soutien aux autorités de la transition, celui de Souleymane Konaté ne fait pas défaut. Notre jeune compatriote établi en Côte d'Ivoire vient de rallier Bamako à pied. Reconnaissance et remerciements de la part du gouvernement pour ce geste de patriotisme, nous dit Ba Traoré. 1200 km de marche à pied pendant 40 jours pour exprimer son soutien à la transition. Souleymane Konaté, ce Malien résident en Côte d'Ivoire, a réalisé ses paris. Lui qui est parti d'Abidjan le 15 mai dernier est arrivé à Bamako le 24 juin. Au nom de tous les Maliens établis en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de faire cette marche patriotique pour soutenir la transition. Je suis fier de la vision des nouvelles autorités du Mali qui, à travers des actes concrets, veulent faire du Mali une destination pour le futur. C'est d'abord de saluer le courage de M. Konaté, parce qu'il marchait plus de 1200 km et venir pour soutenir une idée et la reconstruction de son pays, ça se salue. Et deuxièmement, c'est de dire à la jeunesse de s'inspirer du cas de Souleymane Konaté et demander à ce que tout le monde s'implique dans le cadre de leur capacité par rapport à la reconstruction du Mali qui a besoin de tous ses fils aujourd'hui. Le marcheur Souleymane Konaté, natif de la commune rurale de Sikouroulé dans le cercle de Yamfolila, est installé en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. Il dit avoir bénéficié de la sympathie des communautés maliennes tout au long de son parcours pendant cette marche patriotique. 2 ateliers régionaux se tiennent dans notre capitale. Ils portent sur les échanges d'expériences et de capitalisation sur le foncier irrigué et prise en compte du JAR dans la mise en œuvre des activités du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Plus de détails avec Fanta Mamanientao. Ces ateliers régionaux de 3 jours organisés par le CILS, Comité inter-État permanent de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, en partenariat avec le PARIS, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel.
ambitionne de capitaliser spécifiquement les expériences concernant les solutions innovantes du Paris. C'est là en matière de mobilisation des terres et de sécurisation foncière. C'est un projet qui vise en tout cas à renforcer les capacités des parties prenantes pour qu'ils puissent développer l'irrigation pour répondre à la déclaration de Dakar dont les chefs d'État se sont engagés à aménager au moins 1 million d'hectares dans l'espace Sahel. Comme tout le monde sait, le foncier c'est quand même l'élément principal, l'élément important, l'élément clé dans les aménagements. Et donc nous voulons être ensemble pour partager ensemble avec l'ensemble des 6 pays et avec le CILS, quelles ont été les leçons tirées de la mise en œuvre de ces aménagements-là, afin qu'on puisse nourrir les aménagements à venir, pour qu'on tienne effectivement compte de cette question du foncier qui est un problème important dans l'irrigation. Selon le conseiller technique du ministère du Développement rural, les solutions d'irrigation sont à soutenir pour l'émergence d'un secteur irrigué de qualité. Qui parle de terre, parle de foncier. Donc, et le foncier, ça soulève beaucoup de questions dans les différents pays. Il y aura des échanges entre les différents parties. Chaque pays va apporter son expérience et maintenant, ça va vraiment, il y aura des recommandations et qui va permettre vraiment à chaque pays, à son niveau vraiment, de pouvoir contribuer à l'enrichissement des textes qui sont là. Notons que le dit projet est financé par la Banque mondiale pour un coût de plus de 90 millions de francs CFA. Il envisage de mettre en œuvre des solutions d'irrigation adaptées à l'espace sahélien. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie, CRI 2002, continue ses séances d'information et de sensibilisation sur les grandes innovations du projet de constitution. Cette fois-ci, le thème au centre des débats parle de faire régner l'ordre par la lumière et la loi, le Sénat et la Cour des comptes. Nous retrouvons Sorona Kamisoko. Face aux organisations de la société civile, des légitimités traditionnelles, le président du CRI 2002, Dr Abdoulaye Sall, explique les grandes innovations du futur texte fondamental du Mali. Elles concernent notamment le Sénat et la Cour des comptes. C'est des institutions qui doivent pouvoir servir à consolider notre avancée démocratique. Pourquoi le Sénat est important? C'est-à-dire nous sortons de la culture du monocaméralisme au bicaméralisme, c'est-à-dire d'une chambre à 2 chambres. Chambre unique, c'est l'Assemblée nationale, et au sein de cette chambre unique, il n'y a que des élus, donc par des voix politiques qui émanent des partis politiques. Mais la société n'est pas que des partis politiques, la société c'est aussi, n'est-ce pas, les citoyens, c'est aussi les autorités et légitimités traditionnelles et coutumières et religieuses. C'est également les catégories socio-professionnelles. Mais il faudrait qu'il y ait également ce qu'on appelle une deuxième chambre, qui est une chambre haute. Généralement, cette chambre haute est composée, certes, d'hommes politiques qui émanent, n'est-ce pas, des collectivités territoriales, mais d'hommes et de femmes également, qui par leur sagesse font référence dans un pays donné. Quand ces personnes parlent, il y a de fortes chances que les choses peuvent se régler, se stabiliser. Ensuite, il y a la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est une nouvelle institution. Depuis 2009, l'UEMOA a édicté à l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA que chacun crée sa Cour des comptes. L'initiative d'associer les légitimités traditionnelles à la bonne compréhension du projet de constitution a été saluée par le porte-parole des chefs des quartiers de Bamako. Je vous amène à présent dans la Venise malienne où tout est fin prêt pour accueillir la 23e édition de la Biennale artistique et culturelle. Avec nos équipes régionales, nous vous proposons ce focus sur les infrastructures qui abriteront l'événement. Elles ont pour nom la salle de spectacle Soribamba, le stade Barima Bokoum ou encore l'espace Alliance franco-malienne, Oumar Maïga, Boubacar Sankaré et Djakari Traoré. Les infrastructures occupent une place de choix pour la réussite de la Biennale artistique et culturelle. À Mopti, 3 sites principaux sont retenus pour abriter les activités de la 23e édition prévue du 6 au 16 juillet 2023. Il s'agit de la salle de spectacle Soribamba, de l'Alliance franco-malienne et le stade Barima Bokoum. La salle Soribamba est retenue pour plusieurs activités artistiques et culturelles. Et tout semble prêt pour réserver des prestations de qualité
au public. Les travaux sont en cours, mais d'ici les jours J, la salle sera entièrement prête pour acquérir les compétitions de la Biennale artistique et culturelle du Mali. Il s'agit des disciplines suivantes comme le théâtre, le solo des chants, le chœur, la danse traditionnelle, ensemble instrumental. Autre lieu, autre réalité. L'Alliance franco-malienne, avec ses 600 places, va vibrer au rythme des orchestres. Nous sommes suffisamment prêts pour accueillir ces événements. Nous avons acquis il n'y a pas longtemps un groupe électrogène d'une grande capacité qui peut prendre tous les bâtiments en charge pour faire face au délestage que Mopti connaît. Et en dehors de ça, nous avons rénové le dispositif de sonorisation. Le stade Barema Bokoum, d'une capacité de 15 000 places, va recevoir les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Biennale. En plus des 3 sites principaux, des animations seront relayées sur plusieurs sites off de Mopti et Sévaré pour le plaisir des populations de la Venise malienne. Et bien sûr, le RTM sera au cœur de l'événement. Fin à Yasso, dans la région de San, de la 7e édition du Festival des chorales. L'initiative est de la paroisse catholique de la localité qui regroupe depuis 7 ans les 8 paroisses du diocèse de San et les communautés protestantes de Yasso et Sanunkui. Jeunes qui ta foi t'aide à acquérir les biens matériels était le thème de cette édition. Notre correspondant sur place est Drissa Kone. Durant 3 jours, la paroisse catholique de Yasso a vibré au rythme des chorales. Loin d'être une compétition, l'objectif est de rassembler les jeunes choristes des 8 paroisses du diocèse de San et leurs collègues d'autres tendances religieuses autour des activités fédératrices. Commençons la première partie des prestations de vendredi soir. Et le lendemain samedi, après la messe que nous célébrons avec la communauté locale, nous passons à la conférence qui vise chaque fois un thème d'actualité. Voilà, donc après cette conférence, nous avons la 3e partie du samedi, un match de football. Chaque année aussi, nous invitons une paroisse. Cette année, c'est la paroisse de Sokula qui a été l'invité d'honneur. Je viens de Madjakui. C'est ma première fois de participer à ce festival. Il m'a permis de rencontrer beaucoup d'amis. Je suis très heureuse. Les participants ont aussi fait montre de leur talent à travers des danses traditionnelles, du théâtre, des chorégraphies, entre autres. Un espace d'échange soutenu pour la première fois par la conférence épiscopale du Mali. La conférence épiscopale a choisi que nous accompagnions la jeunesse à travers tout le pays dans le cadre de les amener à la cohésion sociale en vue d'un Mali nouveau, réconcilié et pacifié. Pour cette édition, nous avons enregistré officiellement 330 participants venus de tous les horizons du Boitou et d'ailleurs. C'est un objectif atteint et nous comptons pérenniser cette activité du fait que c'est un événement facteur de cohésion sociale. Le thème choisi cette année est « Jeunes, que ta foi t'aide à acquérir les biens matériels ». Cette retrouvaille a pris fin par la messe dominicale officiée par l'abbé Richard Baya. Vivement l'édition 8. Revenons à Bamako avec cette cérémonie de présentation des vœux du personnel de la primature au Premier ministre à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. À Hussein Touré, reportage. La fête de l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour les musulmans de se saluer, se pardonner et formuler des vœux les uns pour les autres. À la primature, on n'a pas dérogé à cette règle. Aussi, les travailleurs et l'administration ont tenu à rendre hommage au Premier ministre pour son leadership et son sens du travail bien fait. Nous vous remercions énormément et adressons nos bénédictions de paix, de cohésion nationale, de succès et surtout de bonne santé à vous et à tous les personnels de la primature. Monsieur le Premier ministre, il est important que nous exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude pour votre implication personnelle, pour la satisfaction des doléances. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous exprimer la fierté de tout ce que je représente ici, pour ce que vous faites pour le Mali. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande joie et une réelle fierté que je vous adresse au nom de l'ensemble des membres du cabinet, des conseillers spéciaux
des services rattachés et du personnel d'appui de la primature mes vœux sincères de bonheur, de prospérité, de longévité et de bonne santé. Puisse Allah vous guider vers le bon chemin et vous donner, vous et vos proches, sa bénédiction ainsi que l'amour, le bonheur et le succès. Qu'il continue de vous inspirer face aux défis multiples qui assaillent notre pays, le Mali. Qu'il vous assiste chaque jour dans la conduite de l'action gouvernementale, qu'il vous accorde une pleine réussite dans l'accomplissement de votre noble mission au service de notre patrie une et indivisible. En réponse, le chef du gouvernement a félicité le personnel pour son abnégation au travail tout en mettant l'accent sur la nécessité d'améliorer chacun ses performances au service de la nation. Essayez d'être juste dans ce que vous faites. Essayez d'être véridique. Dites la vérité au chef, même si ça ne le plaît pas. Un conseiller, c'est celui qui peut comprendre mieux que son chef dans son domaine et venir lui dire ce qui est bon. À charge pour lui d'accepter de décider ou non. Sinon, le conseiller est censé connaître, mais chacun d'entre vous connaît son domaine mieux que moi. Il faut dire la vérité à votre chef. S'il n'accepte pas, c'est lui qui endosse les responsabilités. Pour vous dire que moi, je suis très heureux de travailler avec vous. Tout ce que je fais, il y a peut-être une dose de caractère, mais le rôle d'un chef, c'est imprimer la marque. C'est ça son travail. En tout cas, je voudrais vous remercier beaucoup. Et tout ce qu'on fait pour vous là, c'est que vous le méritez. On ne peut pas faire tout ce qu'on vous doit. Le peu qu'on fait, on le fait. Et le fait que vous le reconnaissez, ça fait chaud au cœur. Ça permet de faire des efforts de plus, tout ce qu'on peut faire. Parce que ma conviction, c'est que sans vous, notre travail ne peut pas aboutir. Donc, comme on dit, ayant kalfa alala, et puis ayant kalfa aoula, quoi. C'est à vous de nous soutenir. Et merci beaucoup. J'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit et je ferai le nécessaire auprès de qui de droit pour que vos conditions s'améliorent tous les jours et non pas l'inverse. La cérémonie s'est achevée par une séance photo avec les travailleurs pour immortaliser l'événement. En rediffusion, Focus Santé s'intéresse ce soir à l'hémophilie. L'hémophilie, une maladie génétique et hémorragique et surtout incurable. Hémorragique parce que l'organisme ne parvient pas à coaguler correctement le sang, ce qui provoque des saignements anormaux internes ou externes qui entraînent des conséquences énormes sur le malade. Cependant, un traitement peut aider, je dis bien peut aider le patient, nous rassure Barakissa Ouattara et Sidiki Balo. L'angoisse, la peur, le stress, voilà à quoi se résume le quotidien de Djenaba Koulibaly, mère d'un enfant hémophile. Une égratignure de l'enfant peut se transformer en quelques minutes en un bain de sang. L'injection qu'il vient de recevoir permettra d'atténuer le saignement. Depuis son enfance, on remarquait des hématomes après un choc et lorsqu'il se blessait, le sang coulait à flot. C'est ainsi qu'on nous a fait savoir l'existence de la maladie et indiqué l'hôpital du Mali. Le Mali compte à peu près 3500 hémophiles. Actuellement, ils sont 196 malades identifiés. Selon les spécialistes, l'hémophile hérite du gène de la maladie de ses parents. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire. Une maladie, quand on dit héréditaire, c'est une maladie qui est transmise des parents à leurs descendants. Et ceux qui ont hérité de cette maladie ont des difficultés en cas de blessure à arrêter de saigner. Dans les cas de saignement, si rien n'est fait rapidement, la mort peut s'en suivre. Les lundis, jour de consultation des hémophiles à l'hôpital du Mali, les patients reçoivent leur dose de traitement. Daouda Malé, commerçant de son état, en est à 12 injections par mois. La forme sévère de la maladie a été diagnostiquée chez lui. Je me rappelle lors de mes dentitions, il est arrivé une fois où j'ai eu l'anémie. J'ai été hospitalisé à l'hôpital du Pongé pendant 2 semaines. Donc souvent, je m'aventurais à faire du vélo, à faire du football. Et quand je le faisais, j'avais souvent des hématomes, c'est-à-dire le gonflement au niveau des genoux, qui, à l'époque, qui faisait tellement de douleurs que ce n'était pas possible. Et
Il y avait aussi l'absentisme à l'école parce que quand les hémarthroses, ça commence, tu peux faire 2 semaines, 1 semaine sans aller à l'école. Le traitement de l'hémophilie consiste à administrer des injections qui sont un facteur de coagulation. C'est ce qui nous amène à parler un peu des traitements de la prophylaxie qui consiste à administrer des concentrés de facteurs de façon régulière pour maintenir le taux de facteurs à un certain niveau acceptable qui empêchera aux malades de saigner spontanément et surtout qui empêchera aussi aux malades, même s'ils sont blessés, de continuer à saigner à flot comme si ils étaient toujours sans facteur. Chez la femme, les saignements lors des premières menstruations exposent à un risque d'anémie. Chez la jeune fille, l'une des caractéristiques, c'est surtout des règles abondantes et très prolongées qui peuvent aller souvent à 1 semaine et même 2 semaines, et voire même au-delà. Et souvent, des jeunes filles qui ont commencé à avoir leurs règles, donc ce qu'on appelle les menstruations, et souvent, elles peuvent être amenées chaque mois à être hospitalisées et à être transfusées. Et les femmes hémophiles en état de grossesse ne risquent rien si la prise en charge est bien faite. Elles peuvent accoucher par voie basse ou par césarienne. En période de grossesse, c'est que physiologiquement, c'est-à-dire que naturellement, la quantité de facteur 8 augmente. Et comme aussi dans certaines inflammations, la quantité de facteur 8 augmente. Mais cela ne va pas être suffisant pour pouvoir arrêter les saignements. Donc, si on sait qu'une femme qui est hémophile est enceinte, donc c'est une grossesse qui sera prise en charge de façon multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il va engager la conjugaison des efforts de plusieurs spécialistes. En matière de prise en charge de l'hémophilie, le Mali est aujourd'hui une référence dans la sous-région. L'hémophilie n'est pas une fatalité car le malade peut faire sa vie sans présenter des signes de la maladie. La Lituanie a montré la preuve avec des équipes de basket-ball constituées uniquement d'hémophiles. Merci, Barakissa. La région de Gao perd l'une de ses illustres personnalités. Il s'agit de Ali Badi Maïga, opérateur économique et président du cadre de concertation des notables de Gao. Les membres du gouvernement ont fait le déplacement pour apporter le soutien des autorités de la transition à la famille et à l'ensemble de la population de Gao. Ali Idrissa Maïga, correspondance. Parents, collaborateurs, amis et connaissances de Ali Badi sont venus de partout pour lui rendre un dernier hommage. Il est décédé de suite de maladie à Paris en France le 26 juin 2023. L'homme qui nous a quittés est né à Bourem le 12 avril 1940. Il a passé toute son enfance et sa jeunesse entre Menaka, Gao et Kidal. Ali Badi Maïga était transporteur, opérateur économique et président du cadre de concertation de Gao. Il a dédié toute sa vie à la recherche de paix et de stabilité pour le Mali, mais aussi à la promotion de la cohésion entre toutes les communautés de la région de Gao. Les communautés Songoï, Touareg, Ifogas, Imagad, Chaman Namas, Oulumeden, Chérifienne, Arabe, Kunta, Peul et Berabiche, de Gao, de Meneka, de Tombouctou et de Kidal reconnaissent en vous une disponibilité et un sens élevé de médiateur pour la paix et la cohésion sociale entre toutes les communautés. Baba, tu laisses un vide immense derrière toi. Mais c'est ainsi que va la vie. Nous en remettons à Allah, l'Éternel, le miséricordieux, et c'est avec beaucoup de tristesse que nous t'accompagnons à ta dernière demeure, que nous souhaitons heureuse pour toi ainsi qu'à tous ceux et à toutes celles qui t'ont précédé. Pour les multiples combats menés dans le cadre de la paix et de la concorde, Ali Badi a reçu la médaille de mérite national et la croix de valeur militaire avec étoile de bronze. La cérémonie de ses obsèques a vu la participation d'une forte délégation nationale composée de 3 ministres et des membres du Conseil national de transition CNT venus s'ajouter aux autorités régionales pour l'accompagner à sa dernière demeure. Toutes les communautés du Mali sont présentes autour de ta dépouille, comme à l'accoutumée, lors des grands événements de la région ou du pays, attestant ainsi celui que tu fus
un rassembleur. Aujourd'hui encore, autour de ta dépouille, tu rassembles toutes les communautés du Mali. Puisse ton départ consolider la paix entre tous les fils du pays. Ali Badi fut pour Gao un recours en toutes circonstances, des plus heureuses aux plus graves, a été le solutionnaire des crises ici à Gao. C'est cet homme qui est parti et qui laisse un grand vide. L'hommage lui a été rendu en bien des termes élogieux et approprié, dû à sa personne et à son rang. C'est cet homme que nous sommes venus accompagner au nom des autres autorités. Le président du cadre de concertation de Gao laisse derrière lui une veuve et 7 enfants. Il repose désormais au cimetière du tombeau des Askia. Dort en paix le grand patriote. Alors, que son âme repose en paix. Amen. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci de votre aimable attention. La météo juste après moi avec Abdoulaye Keïta. Demain à 13h, Abdoulaye Sako. Je serai là à 20h, je l'espère, pour la grande édition. Nous disons un grand merci à nos téléspectateurs de Mandjakui, Yasso, Sanekui et San. Bonsoir à tous.